Bonjour, bonjour et bon réveil à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être là, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous sommes lundi, bien sûr. Exceptionnellement, ce jour, on termine un peu plus tôt. Alors aujourd'hui, exclusivité sur Canal Algérie puisque nous recevons l'auteur, compositeur et interprète Mohb Bako à l'occasion de la sortie de son tout nouveau single qu'on aura la primeur de présenter ce matin. Donc voilà, il sera là pour la fin de l'émission. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Pour ce qui est des fans, bien sûr, de cet artiste. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de revenir sur la 15e édition du Festival national du théâtre. Nous allons présenter l'auteur de la pièce qui sera à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Mohamed Mourad Moulay Meliani, donc auteur de la pièce de théâtre Les femmes de Casanova, d'après le roman de Wassini Laraj, une œuvre qu'on attendait depuis un moment sur Alger. Donc, et qui a été créé au sein du théâtre régional de Béjaïa, dont le directeur sera aussi parmi nous. Monsieur Haïder Ben Hassi nous fait l'honneur aussi de partager ce moment avant le passage sur les planches. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un expert en tourisme. Il nous parlera un petit peu du rôle du guide, aussi de la formation des guides. Il est lui-même formateur et il nous parlera aussi de son expérience dans ce beau pays continent qu'on appelle l'Algérie. Alors, il s'agit donc de Monsieur Saïd Boukhlifa. N'oublions pas aussi que nous aurons le plaisir de mettre en relief une initiative fort louable. Il s'agit d'une start-up qui met tout son savoir-faire au service de l'environnement, notamment à travers des solutions IT destinées à la gestion des déchets. Il s'agit de la start-up Nrecycli, donc dont les représentants seront parmi nous ce matin. Et puis, n'oublions pas qu'on est lundi et chaque lundi, on est toujours, bercé par les contes et les histoires. Donc, de Siam Kenouch, aujourd'hui, elle nous parle de symbolique dans sa rubrique qui est consacrée justement au symbole de toute chose. Aujourd'hui, elle nous donne un petit peu les indices révélateurs de la fin d'année. Alors, merci encore une fois d'être avec nous, mesdames et messieurs. Comme d'accoutumé, nous démarrons l'émission par un point météo, c'est très important. On attend avec impatience la pluie, mais sera-t-elle au rendez-vous? C'est ce que nous dira tout de suite Anna Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et vous aurez compris que mon sourire en disait long puisque le soleil règne sur la carte météo ce matin encore une fois. Bonjour. Ouais. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Ouais, mais regardez la carte, elle fait peur, hein. Pourquoi elle ferait peur? Bon, c'est vrai qu'on a besoin de pluie en hiver, mais bon. Moi, ça fait peur, là. Bon, ben, restons positifs, profitons-en. Nous sommes un pays du Sud, alors pourquoi ne pas passer les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas, sous le soleil? Ouais, pourquoi pas. On aura, des ciels un peu plus lumineux avec, bien sûr, une visibilité sur les étoiles, pourquoi pas? Ouais, on va se contenter. On va s'imaginer plein de scénarios comme ça. Voilà. Mais bon, le scénario qui est sûr et irrévocable. Et réel, le scénario réel, c'est ça. C'est celui que révèlent les cartes ce matin. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur la carte, eh bien, le temps restera dégagé au nord comme au sud, du soleil partout, d'ouest en est, également vers les régions sahariennes, excepté quelques soulèvements de sable, un petit phénomène, vers l'extrême sud et le Sahara central. Les températures durant l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu des températures hors saison. Le maximum 26 degrés du côté d'Alger, à Naba, 24 Tizi Ouzou, Oran, 25 à Tlemcen, 22 Constantine, 21 degrés à Batna, 19 Tiaret, 18 à Djelfa, 15 degrés le minimum vers Al-Bayad, au sud 19 degrés à Béchar, 22 Gardaya, également Ilizi, Tindouf, 24 degrés à Biskra, 21 Tamanrasset et Janet, 26 degrés le maximum cette fois-ci, In Salah, Bouj Bedi Mokhtar et In Gazem. La mer aussi, eh bien, elle restera calme, peu agitée sur les côtes ouest et centre du pays, mais plutôt calme sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 15 km/h sur les côtes est et les vents seront variables, et 15 à 35 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront de secteur sud. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 17h38 et pour davantage d'informations, vous avez comme toujours les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Ça va? Oui, ça va, ça peut aller. Bon, j'espère que vous passerez une bonne journée. Oui, enfin. Oubliez les cartes. Oubliez les J'oublie, cartes. parce que c'est une obsession pour moi. Concentrez-vous sur le C'est une sourire des obsession. amis autour de nous, qu'on salue d'ailleurs ce matin. Et puis, bien sûr, on vous salue également. On vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Et on vous offre d'ailleurs une chanson en guise justement de bonne volonté. Voilà. Pour moi, une consolation. Une consolation pour Amel, effectivement. Donc, c'est avec la voix douce d'Aït Lamara qu'on démarre cette émission. La Habib Diali, c'est parti. Lamara. Et justement, on va encore partir sur une autre voie à laquelle on est habitué, sur d'autres récits qu'on aime beaucoup tous les lundis. Il s'agit de ceux que nous livre chaque lundi matin. Donc, Siham Kenouch ici présente. Bonjour Siham. Bonjour cher ami Sharaki. Très bien.
En rouge, Tout en rouge. toutes les deux. On est rouge, voilà. On n'a pas fait C'est bon. exprès, chers amis téléspectateurs, en fait, nous avons choisi le rouge comme ça par Par hasard. hasard. Parce que c'est une couleur hiver, vous savez. D'accord. C'est une couleur Ça très réchauffe. hiver. C'est une couleur chaude qui réchauffe et qui nous rappelle la chaleur, le feu. Bon, entre vous et moi, chaleur, hiver. Est-ce que par hasard, ça Hein? aurait un petit lien avec la thématique de notre matin? Tout à fait. Nous sommes en D'accord. plein. Donc, moi, j'ai déjà commencé. C'est la fin J'allais de l'année, juste- j'avais deviné. J'avais juste J'avais envie d'ouvrir deviné. une parenthèse. Super. Là, il y a le khair parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a Oui. pas de froid. Là, il est très. Et oui, nous sommes en plein hiver. Malheureusement, le mercure ne veut pas baisser. Le mercure est toujours En hausse, oui. en hausse et ça, c'est malheureux. Voilà. En tout cas, depuis tout le temps, j'ai envie de dire, depuis que le rouge existe, le rouge a toujours signifié dans le bassin méditerranéen. Attention, parce que quand je donne des symboliques, je me base surtout sur notre région, région. oui. Donc, si ce n'est pas le nord africain, c'est le bassin méditerranéen. Donc ça va de l'ancienne Phénicie jusqu'en Andalousie. Hein. Vous voyez, c'est tout ce bassin qui est concerné. En fait, oui. Alors pourquoi le rouge est symbole de fin d'année, notamment actuellement ce qu'on dit ou ce qu'on parle des fêtes de fin d'année, ça n'a rien à voir avec de certaines cultures, mais ça a un côté naturel. Et on peut retrouver cette explication dans la nature. Il y a une fleur, une plante qui représente vraiment le mois de décembre, même le dernier décan, le mois de décembre. C'est une... non. C'est J'allais dire une bêtise. Donc, c'est la dernière dizaine de jours du mois de décembre. Et c'est une plante qui va à merveille avec le Capricorne. Donc, c'est la plante du Capricorne. En fait, c'est le hou. D'accord. C'est le hou. Et cette plante est très présente. Avec des petites boules rouges. Voilà, avec des petites boules rouges. C'est une plante très présente dans l'Occident, notamment dans le sapin de Noël, en couronne, sur les murs ou sur les pas de porte, etc. Mais ça, c'est en Europe. Le hou existe chez nous. Alors pourquoi il symbolise la fin de l'année, j'ai envie de dire? Parce que justement, ces petites boules rouges ne sont là qu'à partir de mi-novembre. En fait, ce sont des fruits. Ce sont des fruits de cet arbre. En fait, c'est toxique. Hein. Oui. Ce sont des fruits toxiques. Donc, si vous êtes en plein bois, dans le parc national de Qala ou de Seraïdi, il ne faut surtout pas aller s'amuser à manger le hou parce que franchement, c'est toxique, c'est très toxique. Donc, par contre, c'est une plante de pharmacopée. Hein. C'est une plante mais pas comestible en tout cas. Mais pas comestible, il ne faut pas s'amuser à en prendre. C'est une plante résistante par ses feuilles, parce que ces feuilles sont caoutchoutées. Elles sont épaisses, oui. Voilà, ils ont un aspect de caoutchouc. Et nous avons aussi les épines qui sont là pour faire peur à tout ce qui va venir. Donc nous sommes solides, nous sommes résistants et nous sommes toxiques. Et puis elles sont assez importantes quand même, les épines. C'est pas celles de la rose, hein, les petites épines de la rose. Elles sont assez longues. Même que le bois est très résistant aussi. C'est-à-dire que c'est une plante rigide, très rigide. Bon, on le retrouve chez nous, on la retrouve le hou, on le retrouve dans le parc national d'Al-Qala, on le retrouve à Seraïdi, on le retrouve dans les hauteurs de Gigel, etc. C'est pas une espèce endémique, c'est une espèce donc qui présente au bassin méditerranéen. Elle aime bien quand la température est modérée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trop le froid. Bon, elle supporte la neige, mais pas trop le froid. Et c'est pour ça que c'est par résistance qu'on l'appelle, ou qui est devenu le hou, est devenu le symbole de la fin de l'année. D'accord. Il y en a une qui demande le nom en arabe. L'S. L'S. Il y a ceux qui disent on se l'IS. D'accord? C'est le S. Voilà, en fait, c'est le S. Donc, ici, il y a deux sortes de liès. Hein. Alors, Adnaras le liès, qui est une autre plante un petit peu grimpante, etc. Mais en arabe classique, le ou, c'est le S. D'accord? L-S-O.
Ok, donc ça c'est typiquement fin de l'année. Ça marque la fin de l'année. Donc, Ça marque la fin de l'année. moi, tout pas à de l'heure, souci. j'allais dire la framboise, parce que c'est aussi la saison de la framboise. Oui, C'est quand pourquoi les pas. rougeâtres. Mais là, on le retrouve dans les décorations, dans certaines cartes, dans certaines. Oui, les cartes de vœux, on a toujours une plante de houx comme ça. qui Justement, j'arrive décore, aux cartes ouais. de vœux. Alors, les cartes de vœux qui, malheureusement, ont quitté nos traditions, ouais. traditions, nos journaux, nos kiosques, etc. Alors, ça, c'est toujours le ou. Hein. Mais par contre, on trouve. C'est une ancienne carte. Moi, j'aime bien Il y a toujours des petites maisonnettes comme ça, avec leurs cheminées couvertes de Parfois, on neige. trouvait des luges et puis des gazelles. Alors ça, Des c'est vraiment rennes. dans l'ancien temps, hein, dans l'ancien temps où on pouvait souhaiter nous envoyer des cartes, l'écrire, ressentir, admirer sa beauté et l'envoyer afin de dire meilleurs vœux, bonne année. Et malheureusement, voilà. Avec voyez un la texte technologie. original, bien de Et on nous, essayait hein. de trouver D'exprimer comme à ça l'occasion les de la vœux. fin de l'année, à l'occasion de la nouvelle année, santé, bonheur, etc. Voilà ce que je vous souhaite pour la nouvelle. En tout cas, c'était magique. On aimait bien attendre le facteur, recevoir une lettre, et c'était toute une ambiance. Et ça symbolisait vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Oui, Ça pouvait même aujourd'hui, être... on a des cartes électroniques. Oh, ouais, mais est-ce que Des c'est la cartes même de vœux chose? électroniques. Ben, quand elles sont animées, c'est quand même mignon. Oui, d'accord. Mais bon, voyez que ce que fait l'avancement ou le développement technologique, ça va très très vite. Et là, on ne retrouve plus nos repères. Parce qu'une carte de vœux, c'était très très Et on les chaleureux, collectionnait et puis avant. On les collectionnait. Et puis ça représentait, c'était des souvenirs. On les mettait dans notre cahier souvenirs. Et puis on se disait, ah, celle-là ne m'a pas envoyé de carte de vœux, je me demande pourquoi. Et puis, quand on la renvoie, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé une carte de vœux, Oui, on etc. demande des nouvelles et tout, mais, Et c'était- mais c'est vrai. Et puis les philatélistes avaient aussi l'occasion donc de rassembler un maximum de timbres. Parce que c'est une occasion où voilà, on quand s'échangeait ils des lettres reçoivent et des les cartes. vœux des cartes quatre Tout à coins fait. du monde. Donc, vous voyez que c'est une tradition qui a malheureusement aussi disparu. Donc, bon, est-ce que chez nous, maintenant je vais être très très spécifique, est-ce que chez nous, donc en Algérie, dans le nord africain, j'ai envie de dire, chez certaines sociétés, est-ce que vous pensez que nos ancêtres ont fêté cette fin d'année-là? En Oui. fait, c'est très universel. Quand on parle de 31 décembre, là c'est mondial, c'est universel. Mais est-ce que ça représente notre fin d'année à nous, notamment la société agraire Non, algérienne? il y a le 12e jour de décembre Tout à qui va fait. aussi être 12e jour marqué de chez janvier. nous. De janvier, que j'ai dit. Voilà, de janvier. Donc, notre symbole, un petit peu marginalisé, oublié, de la fin de l'année, c'est 13, le fameux 13. Alors 13, je rappelle, ceux qui nous regardent, la nouvelle génération par exemple, 13, c'est un mélange de fruits secs, de bonbons, de douceur, Apparu à l'antenne à l'instant. tout ce qui nous reste donc de l'année précédente, il faut le finir avant la nouvelle année, avant l'année qui vient. Donc c'est tout ce qui reste, les petits coins, des jarres, des placards, etc. Bon, il faut le ramasser, il faut le mélanger. Ça serait bien que ça soit en nombre de 13, tout ce qui est fruits secs. Donc on retrouvait quoi? On retrouvait des raisins secs, des noix, des amandes, des cacahuètes, on retrouvait des grenades, des figues. Il faut arriver à 13. Hein. Quand on arrive à 13, L'essentiel, c'est des bien. produits de la terre qui sont présents. Bien sûr, bon, là, ça a évolué. On y rajoute des chocolats. on Oui, y bon, rajoute le chocolat, c'est tout récent. Hein. Voilà. C'est tout récent, Des- c'est tout bon. De bonnes confiseries. Exactement. Les confiseries, on pouvait préparer. Pendant le 13, on pouvait préparer nos propres nougats, nos propres Il y a le nougat, il y a nougatines, etc. voilà, les nougatines, il y a les pâtes de fruits. Les pâtes de tout fruits, ça, exactement. Ça se préparait, Donc, ça se préparait à la maison. Et ça, c'est un autre symbole du fin d'année et un début d'une autre. On parle ici, bien sûr, de la fin de l'année agraire, où il faut terminer tout ce qui restait chez nous et ouvrir la porte vers d'autres horizons. Voilà, donc c'était la symbolique de la fin de l'année et nous y sommes. Hein. Il nous reste 4 jours, Chal. Donc la couleur rouge, le hou. Le hou, parce qu'il est rouge aussi.
Voilà. Et l'assortiment des fruits secs. Et surtout les cartes de vœux. Moi, ça me manque, les cartes de vœux. Moi aussi. Moi, ça me manque énormément. Moi aussi, j'aimais ça. On s'envoie une carte de vœux. Vous savez qu'il fut un temps, je l'ai fabriqué moi-même. D'accord. Et ça c'était aussi une manière d'apporter un peu de soi dans cette... Moi, j'aimais bien en recevoir... Un peu d'amour envoyé en dessin et en peinture. J'aimais bien en recevoir et je les collectionnais par notes. Je trouvais que certaines étaient plus belles que d'autres, alors je disais, celle-là, elle a 8,5 sur 10. Celle-là, elle a 9 sur 10. En tout cas, je me demande, merci beaucoup, Siham, je me demande si les ateliers ouverts du côté de Dar Abdel Latif à l'occasion de cette fin d'année vont permettre à ces enfants de fabriquer aussi leurs propres cartes de vœux pour leurs parents. Je ne sais pas si ça fait partie un petit peu de l'animation qui est prévue, mais en tout cas, c'est l'occasion d'y faire un tour, de découvrir ce beau palais, donc le palais Dar Abdel Latif, qui est un petit peu au cœur d'Alger, mais en même temps très retiré de la cohue de la ville, et dans un écrin de verdure, tout à fait, dans un écrin de verdure très boisé. Donc la vallée où se trouve cette maison, qui a jadis abrité de grands noms de la peinture européens, et parmi les Européens, parmi les locaux. En tout cas, c'est un havre de paix, mais aussi un lieu artistique qui ouvre ses portes, et on vous invite justement à y aller, à emmener vos enfants, parce que ça fait toujours une activité de plus à exploiter durant cette période de vacances. Ça se trouve donc à proximité de Riyad El Fath, et c'est Lamia Boudbouda qui nous y emmène tout de suite à l'occasion de Portes Ouvertes initiée par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. C'est parti. Dar Abdel Latif, l'heure est à la présentation des différents ateliers artistiques pour enfants et adultes. Musique, théâtre, arts visuels sont au menu. J'ai toujours voulu faire de la musique. Maintenant, elle a 12 ans, c'est un peu l'âge qu'elle s'intéresse un peu à quelque chose, voilà. Donc, je me suis dit la musique, et puis c'est l'occasion aujourd'hui, et comme il y a beaucoup d'instruments de musique qui sont présentés avec des professionnels, des formateurs, donc on s'est dit que c'est peut-être l'occasion, qu'elle ait peut-être un déclic et qu'elle s'intéresse à un instrument en particulier. Cette journée Portes Ouvertes est l'occasion de rencontrer les formateurs. Amine Medbouhi est formateur en théâtre. Il nous présente son atelier. Pour cette année, on travaille sur un programme qui est très pédagogique. Donc on travaille sur ce qu'on appelle l'éducation artistique. Donc c'est pas un truc qui est axé vers l'expression artistique pleinement, mais c'est quelque chose qui contribue à l'éducation de l'enfant. Donc on fait un travail théâtral autour des compétences axes de communication, d'expression, l'expression physique, verbale, émotionnelle aussi, la communication avec les autres, la socialisation, mais aussi la communication avec soi pour communiquer avec ses propres idées et ses propres émotions. Gratter la guitare, taper sur un tambour ou faire chanter un violon, chacun son choix et sa préférence. Kenzie, lui, a trouvé le sien. Je suis venue pour m'exercer sur la musique. Quel est ton instrument préféré, Kenzie? Alors j'en ai deux. J'ai le piano parce que le piano a une musique particulière et les sons sont particuliers, surtout parce qu'il a une musique douce. Et ton deuxième instrument, c'est quoi? Et la guitare classique, car c'est doux, ça relaxe. Et surtout, c'est très facile à manier. Étant bébé, il avait déjà 1 an. Un an, il commençait à toucher au piano, jouer un petit peu. Et plus il a grandi, et j'ai commencé à lui apprendre le solfège. Et là, il joue des partitions. Il arrive à lire. Amine est un enfant très intelligent, qui aime les études et en même temps la musique. Et je trouve que c'est quelque chose qui le calme, qui l'adoucit, voilà, ça joue quand même. Ça a un effet positif sur lui. Et je pense que sur tous les enfants, normalement. C'était aussi l'occasion de présenter la station d'auto-apprentissage du projet Creative Corners, un appareil innovant qui permet aux enfants d'apprendre et de créer de la musique.
En collaboration avec l'ARC, on va initier une série d'ateliers. La station va venir en fait compléter le travail des profs de musique. Il y a des ateliers de piano, de guitare, de percussion. Et après, les enfants vont pouvoir enregistrer leur musique, leurs morceaux sur la station d'Elia. En fait, elle fonctionne comme un mini studio d'enregistrement. Donc, elle est dotée d'outils et d'équipements de musique professionnelle. D'autres enfants optent pour les arts visuels et les cours de l'artiste peintre et professeur Madame Hacheb en leur adepte. Les enfants ont du dessin à découvrir, de la peinture, de la mosaïque, du recyclage, du vitrail, un peu de tout pour ceux qui aiment art plastique. J'aime découvrir en travaillant, j'aime le regard de l'enfant quand il est heureux, quand il fait quelque chose, il sourit, il a les yeux larmoyants de bonheur. Quel que soit l'atelier choisi, l'art est un élément essentiel pour le développement intégral de tout enfant. Il est important d'offrir aux enfants des opportunités d'améliorer leur créativité. Voilà, après cette balade au cœur de Dar Abdel Latif, on a plaisir à recevoir un expert en tourisme. Il s'agit de M. Saïd Bourkhlifa, ici présent. Donc bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. On l'a ramené bientôt ce matin. Hein? Oui, c'est avec plaisir. Mais j'imagine qu'une personne comme vous, qui consacre beaucoup de temps à la recherche, fait partie de ces personnes qui profitent de la journée à fond et qui se lèvent tôt. Tout à fait. Oui. J'ai raison. Oui, oui. De toute façon, dans le tourisme, on n'a pas de temps. Oui, et il faut... travaille le matin, la journée, le soir, oui. etc. Je parle de l'activité sur le terrain. L'activité sur le terrain, vraiment, c'est à plein temps, donc voilà. Tout à fait, et il faudrait être passionné pour ça. Chaque minute doit être exploitée pour faire plaisir aux touristes. Tout à fait, il faut être passionné par son métier dans le tourisme, comme vous l'êtes pour la passion de votre émission. Merci. En tout cas, votre passion vous a mené à éditer un livre, dont vous êtes l'auteur, donc Mémoire touristique algérienne de 1900 à 62 à 2018, un ouvrage de référence en matière de tourisme en Algérie. D'ailleurs, je vais le mettre ainsi pour que la réalisation puisse capter un petit peu la couverture. J'ai mis 6 ans à l'écrire. 6 ans. Des recherches, appel à ma mémoire. Parce que j'ai commencé en 75, moi, dans le tourisme. Oui. Donc, c'est pour cela que c'est volumineux, 630 pages. Mais c'est du vécu. Hein. C'est des souvenirs, témoignages et des portraits et des statistiques qui vont de 1965 jusqu'à 2018. Je disais que c'était carrément devenu une bible pour les étudiants en tourisme, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est-à-dire absolument. que vraiment, les étudiants se l'arrachent tellement que le quota a expiré chez les bons libraires. Oui. Et la deuxième édition est prévue d'ici 3 mois. Très bien. Donc, il a été l'objet d'études aussi par les étudiants en tourisme plusieurs fois, des doctorants se Tout sont à fait, oui, des penchés doctorants. sur les données que vous avez Absolument, oui. Il y a 2 doctorants, c'est des jeunes filles à Montréal, au Canada, qui ont travaillé dessus. Il y a 3 doctorants, une dame à Toulouse, un homme à Perpignan, et un 3e en Algérie. Oui. En tout cas, voilà, vous continuez d'offrir votre expertise lorsqu'on vous sollicite, M. Bourkhlifa, mais vous essayez aussi de transmettre toute une culture à travers justement la formation des guides notamment, à qui vous avez offert aussi un guide. Voilà, les guides guidés par vous, quelque part, voilà, sans pléonasme aucun, donc parce que vous avez le manuel du guide touristique. Absolument, vous l'avez qui est édité là. aussi, oui, tout voilà. à fait. Parce que nous avons constaté que 90% qui font le métier de guide ne sont pas formés. Ils sont lancés dans cette fonction de guide sans avoir les bases de formation. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'initier ces journées d'études pour devenir un bon guide touristique. Quels sont les ingrédients qui font que l'on puisse être guide et qu'on soit prêt justement à être aux commandes d'un groupe de touristes? Tout à fait. D'abord, la première, il faut être un passionné. Il faut aimer ce métier de guide.
Deuxièmement, il y a la psychologie de groupe. Si on veut être guide, on ne peut pas être impulsif, caractériel, complexé. Il faut être ouvert, sympathique, etc. pour gérer un groupe. Parce qu'au sein d'un groupe de touristes, les gens... C'est hétérogène, effectivement. Oui, tout à fait. C'est le mot, c'est hétérogène. Donc il faut savoir bien les gérer et accepter toute critique des touristes, qu'ils soient algériens ou étrangers, des remarques. Qu'il soit jeune ou vieux. Oui, il faut encaisser et continuer son chemin, comme on dit. Et le guide, il a également 3 tâches principales avant le départ du circuit, pendant et après. Avant le départ, il doit vérifier sa liste nominative des touristes, le nombre de chambres réservées, le nombre de personnes. Il vérifie auprès de l'hôtel si les réservations sont toujours maintenues, sont réservées. Il vérifie si le bus du chauffeur est bien réservé et propre. Ensuite, avant de monter dans le bus... Ce sont des éléments qui épargnent tout stress au touriste, parce qu'il ne faut pas qu'il ait en tête un souci quel qu'il soit. Donc le guide est le garant de ce confort recherché par le touriste. Absolument, tout à fait. Déjà, avant de monter dans le bus, le guide doit vérifier que personne n'a oublié son bagage. Tous les bagages ont été mis dans la soute. Ensuite, il monte dans le bus, il se présente, il présente le conducteur, il fait le comptage, comme on le fait dans l'avion, pour ne laisser personne en rade, parce qu'il y a toujours des touristes dernière minute, ils vont vers les sanitaires. Et ça nous amène à cette valeur qui est la responsabilité. Il faut que ce soit une personne responsable. Donc ça, c'est une des qualités qui sont requises, mais aussi il faut qu'il ait un minimum de background et de culture générale aussi. J'allais venir à ça, tout à fait. C'est l'objet de ces journées d'études. Une journée, le guide, d'abord il y a les prédispositions morales, psychologiques, mais ensuite, toute sa carrière de guide débutant il ne doit pas s'arrêter de se documenter, de faire des recherches sur tel site. D'ailleurs, on le verra, que j'ai dit avant, pendant, il doit communiquer des informations sur les sites et les monuments qu'ils vont visiter. Qu'ils sont visités, voilà. Mais avant de les commenter, il doit dresser des fiches techniques Bristol sur, par exemple, les ruines de Tipaza, sur le tombeau Cléopâtre Sélénée, sur la palmeraie de Tolga, combien il y a de palmiers dattiers, et comment on cultive les dates, etc. Sur les ruines de Djemila, sur les ponts de Constantine, ainsi de suite. Sur certaines coutumes, sur certaines... Après, tout à fait, sur la culture en Algérie, sur l'art culinaire en Algérie, il doit se documenter. Juste une petite anecdote. Oui, allez-y. Concernant Riyad Boufidji, que vous avez tous connu, qui était c'est le plus grand guide national que l'Algérie ait connu. Oui. Ça, je me rappelle, au cours d'une réception, il y avait un ambassadeur. Riyad leur a fait un petit tour dans le sud, etc. En discutant avec lui, il m'a dit on n'a pas son équivalent en Europe. Pourquoi? Riyad Boufidji, lui, il a commencé en 1973, moi en 1975. Depuis 1975 jusqu'à, on va dire, 2005, il avait toujours un ouvrage ou deux sur son bureau. Oui. Il se documentait sur le Tassili, sur Gardaya, sur Tlemcen, sur Constantine, sur Béjaïa. Il enrichissait, pourtant c'était un guide exceptionnel. Il n'arrêtait pas durant 30 ans de s'enrichir. Recycler, et c'est ça justement le conseil que je donnerais lors des études de... Il ne faut pas penser, ça y est, parce que les touristes, les premiers groupes qu'on a encadrés étaient contents, en fait, ça y est, on a tout appris. C'est ça la valeur ajoutée d'un guide, dans la mesure où on peut visiter soi-même un site, aller faire la documentation, mais on a besoin que quelqu'un nous fasse rêver, nous fasse voyager, et puis qu'il réponde à nos questions à l'instantané, parce qu'on est curieux, on est là, on découvre un site et on a envie de savoir ce que c'est que cette pierre, ce que c'est que cet édifice, ce que c'est. Et les touristes étrangers sont très pointueux. Ils ont payé pour venir visiter, mais apprendre aussi. Apprendre, poser des questions. Et certains viennent déjà armés avec leur guide, le routard, le petit futé, le guide sur l'Algérie. Oui. Ils ont déjà des repères. Ils vont vous poser des questions. Donc il faut se préparer, j'ai dit, au fil du temps. Moi, je pense pour
un guide débutant sur la base de ces journées d'études que j'encadrerai personnellement. Au bout de 5 ans... La première sera où? À Intaya, là où j'habite, dans un hôtel principal, l'hôtel Zino, dans la place principale. Ensuite, ça sera chaque... Voilà, c'est tout un cycle de formation que vous entamez très prochainement. Et il faut que je me déplace. J'irai à Tipaza, par exemple, au club, le CET de Tipaza, là-bas, pour les jeunes de la région. J'irai à Sidi Abdallah dans un hôtel qui vient d'ouvrir. J'irai ensuite à Biskra, au sud, pour former les guides du sud, des journées d'études. Et c'est-à-dire leur donner les meilleures bases, parce que comme c'est mentionné, hein, c'est les règles fondamentales, les méthodes, les comportements. Règles fondamentales et comportements, ce sont les piliers justement sur lesquels vous vous basez pour cette formation. Et aussi ce sont les piliers pour l'exercice justement de ce métier en particulier, le métier de guide. Absolument. Voilà. Donc, avez-vous vous-même travaillé en tant que guide? Non, moi j'étais... Vous êtes surtout expert. Expert, mais comme j'étais directeur commercial à l'ONAT, le service des guides relevait de moi. Très bien. Donc, le service vous avez plus encadré. Oui, et je suis sorti par exemple... Oui, nous avons le mot avec Riyad Boufdi, Rahmo, Mohamed Khalfani, un docteur en économie touristique à l'époque, en 88 octobre, au CASIF de Sidi Fredj, on avait fait un séminaire de formation des guides. Et ça a eu du succès. On avait encadré à peu près 70 qui ont bénéficié de l'expérience de Riyad, de M. Khalfani et la mienne. Et je suis sorti avec 3 guides, notamment Riyad à 2 reprises, Rahmo, dans le bus, à l'arrière. Je le voyais comment il exerçait sa fonction, comment il attirait l'attention des touristes, parce qu'il faut savoir... Il faut avoir un capital sympathie et puis être un bon orateur, effectivement. Tout à fait, il faut avoir un certain charisme. Oui, parce que sinon ça devient monotone dans le bus. Il y a certains, ça donne à des petites siestes si le guide n'est pas à la hauteur. Oui, j'imagine. Oui. S'il ne dit pas des choses intéressantes, donc c'est ça. Donc, et ensuite, il s'agit d'accrocher justement ce après tourisme. Ces journées-là, je prévois une journée sortie sur le terrain. Ils iront encadrés par un bon guide, ils feront la Casbah. Oui. Ils verront comment ce guide chevronné qui a 30 ans d'expérience leur explique raconte la Casbah. Voilà, la Casbah. Ça, c'est pour le guide local. Il y a ensuite ce qu'on appelle le guide régional. Il y a un autre guide qui les emmènera sur Tipaza, Cherchel. Le tombeau Cléopâtre Sélénée, le musée de Cherchel, archéologique, les ruines de Tipaza, etc., où il doit raconter l'histoire antique de ces 2 belles villes côtières, Tipaza et Cherchel. Et ensuite, aussi la 4e phase, qui va compléter réellement leur formation, c'est une sortie en bus pendant une semaine à travers la boucle des oasis, encadrée par un guide chevronné. Eux, ils sont touristes, en même temps des apprentis guides. Ils verront comment ce guide procède au sein du bus, à l'extérieur, pour la visite des monuments, etc. Ils prendront des notes, et ça, c'est la 4e phase qui va les perfectionner dans ce métier de guide, qui est rémunérateur. Un guide débutant, c'est 5 000 dinars par jour. Oui. Un bon guide, c'est 10 000 dinars. Et un très bon guide, c'est 15 000 à 20 000 dinars. Très bien. Quand il s'agit... Par jour, hein. Oui. Mais quand il s'agit, ce que vous faites bien de le mentionner, pour un guide conférencier, comme nous avons Abdelrahman Khalifa qui passe de temps en temps ce canal Algérie, c'est un docteur en archéologie, en histoire, en préhistoire. Lui, quand il vous fait... Aucune pierre n'a plus de secret pour Khalifa Abdelrahman et aucune région de ce pays. Que je salue au passage parce que il n'a pas la notoriété qu'il mériterait dans notre pays. Oui, il mériterait justement plus de notoriété. Il a écrit des ouvrages et le guide, justement, les futurs guides doivent s'intéresser à acheter ces ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui. Absolument, celui consacré à sa ville, justement, Béjaïa, est magnifique. Tout à fait, oui. Donc, il raconte est en vitrine, de fort belle manière l'histoire de Béjaïa, entre autres. L'histoire d'Alger, c'est un puits.
l'époque médiévale, c'est sa spécialité. En tout cas, voilà, c'est dire que voilà, un guide se doit d'être informé sur notre histoire, sur notre culture, sur l'archéologie de manière générale. La géographie et même un petit peu d'économie. Même l'économie, effectivement. Parce qu'il y a certains touristes d'Olbus qui parlent sur l'économie. Quelle est votre économie, elle est basée sur quoi, etc. Et est-ce que vous faites beaucoup d'exportations? C'est toujours bon d'avoir... Mais la base, c'est l'histoire, la culture, la géographie et les arts. Voilà. Moi, j'ai envie, pour finir, de vous demander, donc bon vent pour ce cycle de formation. Merci beaucoup. J'espère qu'on verra à l'issue de ces formations l'émergence de guides de qualité, en tout cas, qui feront un petit peu le relais et la relève après ceux que vous avez cités à l'instant, qui sont un petit peu indétrônables. En tout cas, Mémoire touristique algérienne de 1962 à 2018 est votre ouvrage phare, donc, qui fait référence, donc Saïd Boukhlifa, donc, nous a donné lieu à découvrir l'Algérie à travers son regard, à travers des chiffres, à travers des statistiques, voilà, récupérées au fil des ans, donc sur un parcours de 6 années. Alors, vous avez aussi à votre actif 50 ans d'expérience dans le tourisme. Alors, c'est 50 ans, donc je voudrais savoir si, est-ce qu'il y a toujours des endroits qui vous surprennent encore? Oui, tout à fait. Tamanrasset, le Hogar, Gardaya. Ça continue de vous séduire et de vous étonner. Les 2 sites romains, Djemila, du côté de Sétif, et Timgad. Vous savez, en 2012, j'étais chef de délégation parce que j'étais au cabinet de Monsieur le ministre du Tourisme. J'étais conseiller de 4 ministres du Tourisme de 2007 à 2014. J'ai accompagné donc une délégation de 46 étrangers invités par le ministère. Il y avait des journalistes, il y avait des professeurs d'université, il y avait des agents de voyage et de la presse. Arrivé à Djemila, tout le monde était subjugué de découvrir une cité romaine. Après un certain moment... Et bien conservée. Non. Plus ou moins. Bon, ah oui, les ruines sont conservées, mais il y a les herbes sauvages. Les herbes sauvages parce qu'ils n'ont pas de budget qu'il faut pour procéder au désherbage, etc., l'entretien. Mais sinon, c'est des ruines, bien sûr, conservées. Et ça reflète la force de la civilisation romaine jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette cité, et parmi les 46, j'ai été assailli par 4 invités qui étaient des Italiens. Une docteure en histoire à l'université de Rome, un directeur général d'un site également historique, une journaliste, et ils m'ont dit, comment se fait-il qu'en Italie, on ignore l'existence de cette cité? Il y a absence de promotion, malheureusement. Le marketing culturel chez nous gagnerait à être amélioré, effectivement, parce que lorsqu'on voit la carte archéologique méditerranéenne, ces sites ne sont pas cités. Il n'y a que Timgad qui est cité, effectivement. Timgad, Djemila, Tipaza. Missa, Mdaourouch, tout ça. Pourtant, ce sont des pôles. C'est le lieu de naissance de Saint-Augustin et de Apulée Domador, qui a écrit le premier roman de l'histoire, Landor. Et l'Algérie possède 22 sites romains qui demeurent méconnus, qui classent l'Algérie 2e destination mondiale en termes de vestiges romains après l'antique Rome, l'Italie. Oui, merci. En tout cas, on aimerait en tout cas vous recevoir davantage et davantage pour profiter de cette expérience de 50 ans. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Khalifa. Mais bien sûr, la matinale compte d'autres invités qui attendent. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et aussi rassurés aujourd'hui de savoir que vous êtes derrière la formation des guides actuels. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous et on continue donc sur cette lancée pour vous faire découvrir un autre visage, un guide qui est passionné par la visite de la Kasbah et c'est Yassine donc et aussi notre ami Feri El Hamdi qui nous y emmène tout de suite. Il est 10h30 du matin. Comme chaque samedi, Yassine vous amène à visiter la Kasbah d'Alger. Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la Kasbah d'Alger est un endroit unique et magique. Yassine, natif, habitant et amoureux de la Kasbah, vous propose une agréable visite guidée. Il a choisi pour nous un circuit très riche en histoire, en patrimoine, mais aussi en forte émotion.
Mon histoire avec la Casbah, c'est je suis né dans ce quartier et j'ai grandi dans ce quartier, c'est-à-dire j'ai fait même l'école coranique, donc la première mosquée, on peut dire, enfin selon les historiens, d'autres ils considèrent que c'est la première, comme d'autres la deuxième mosquée. La mosquée de Sidi Ramadan, c'est des mosquées qui datent de l'époque des Almoravides. Donc, Jama Sidi Ramadan, c'est là où j'ai commencé, c'est-à-dire à découvrir mon quartier. Donc, j'ai commencé à apprendre le Coran. Et puis, l'école primaire Msid Fatah. Et je me rappelle une anecdote. Donc, il y avait le passage de Rouishid qui nous a rendu visite, c'est-à-dire il est venu pour voir sa classe. Donc, comme par hasard, j'étais dans la même classe. Et c'est-à-dire j'ai fait tout mon cursus, sauf le cursus universitaire, donc qui était à l'extérieur de la Casbah. Yassine, ce jeune guide connaît chaque coin et recoin de la citadelle. Il accompagne chaque semaine ses hôtes dans une Jawla Asimiya. J'ai commencé à faire des visites guidées. Ça fait il y a quelques années de ça, donc j'ai commencé à faire des visites guidées. Je propose, au début c'était des propositions de ma part à mes amis quand ils reçoivent des amis ou de leur famille qui venaient de l'étranger et tout. C'est moi qui leur proposais, c'est-à-dire de visiter la Casbah. Et du coup, j'ai commencé à organiser des visites guidées aux gens via les réseaux sociaux. J'ai un projet, c'est-à-dire peut-être avant l'été ou là, juste après Ramadan, je serai, c'est-à-dire un guide, donc avec une tenue traditionnelle, voilà, tenue de Zarnaji à peu près. Ouais, donc je commence et je fais tout le tour, donc habillé en traditionnel. La visite commence par la Haute Casbah. Sac à dos, chaussures de marche, le groupe est prêt à découvrir pour la première fois la Casbah. هو حاجة شابة باسكو أنا ديجا نبغي هادو لي كارتي بوبولار وكاع ومن بكري كان في خاطري زعما نشوف هادي الكاسبة وكاع ثم صافي بليزير ديجا فيها بزاف لي زيستوار هنايا. C'est la première fois que j'ai la Casbah. Ça fait vraiment plaisir parce que تعلمنا صوالح اللي ما كناش نعرفوهم باللي لا كاسبا بكري كانوا اسمها ايكوزوم من عهد الفينيقيين حتى وصلنا للعهد العثمانيين ودوكا jusqu'à en arrivant حتى la bataille d'Alger donc تعلمنا de différentes histoires. La visite se prolonge jusqu'à la basse Casbah. Le circuit est marqué par de nombreuses haltes, notamment les fontaines, la maison historique de Ali Lapointe et les artisans de la Casbah. Voilà, si la Casbah est aussi propre, c'est grâce à l'apport de tous les citoyens qui contribuent justement à en faire un lieu d'excellence pour le tourisme et puis aussi grâce aux efforts de toutes ces personnes qui essayent de faire la collecte des déchets. Ce qui fait sa particularité, c'est que ce sont les ânes aussi qui contribuent à l'acheminement de tous ces déchets collectés. Mais aujourd'hui, on va vous parler de déchets autrement à travers une expérience Haïti, aussi une expérience d'une équipe de jeunes qui se consacre justement à la gestion des déchets à sa manière. Et on est ravis aujourd'hui de recevoir à ce titre Ahmed Rami Mobrouk, qui est fondateur d'une start-up dont on définira tout de suite l'émission. Il s'agit de la start-up Recycler. Ouais. Je l'ai répété 3 ou 4 fois, mais quand même je bute. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça merci. Va ça va, merci. Très bien. Donc on salue toute l'équipe de Recycler qui fait un travail colossal et qui offre des solutions innovantes. Donc notamment 2 solutions dont vous allez nous parler. D'abord, on va définir un petit peu vos objectifs. Très bien. Donc en fait, nos objectifs étaient très simples. C'était en 2018, on était un groupe de jeunes au parc national de Chelea. On commençait à faire des nettoyages. Mais après, on s'était dit que ça ne serait juste pas durable. Le jour où nous y serons pas, il y aurait plus de déchets. Et là, on a un peu extrapolé le problème. On a vu que le problème, c'était dans le milieu naturel, mais aussi dans le milieu urbain. Donc, on s'était dit, et si on nettoyait l'Algérie en une année, qu'est-ce qu'il faudrait? La première thèse était d'avoir une entreprise qui allait recruter 20 millions d'Algériens pour nettoyer après les autres 20 millions. Pas mal, pas mal. Mais cette approche était financièrement difficile. Et c'est là que en fait, notre vision s'est tournée. C'était au lieu de recruter 20 millions d'Algériens, pourquoi ne pas aller créer l'outil qui va motiver 20 millions. Qui va impliquer ces 20 millions. Exactement. Et
3 ans plus tard, on est avec la start-up Neurocycli qui aujourd'hui, comme vous l'avez cité, propose 2 solutions distinctes de tri sélectif à la source des déchets. Très bien, 2 tri sélectifs avec 2 cibles différentes. On va parler peut-être de la première, qui sont les citoyens, un petit peu comme nous. Hein. C'est très, voilà. Voilà, on fait partie de votre cible. Et donc, de quelle manière est-ce que vous essayez de nous toucher ou de nous impliquer dans cette action de tri sélectif ? Très bien, très bien. Donc en fait, notre approche par rapport aux citoyens, c'est une approche très facile. C'est un site web ou une application mobile. C'est très gamifié, ça ressemble un peu à un jeu. Où si le citoyen clique sur le bouton vert, ce qu'il va recevoir en premier, c'est une formation accélérée sur le tri sélectif de ses déchets. Ça va lui permettre de reconnaître ses déchets, de savoir quels sont les déchets qui sont recyclables, quels sont qui ne le sont pas, et de faire son tri à la source d'une façon optimisée. C'est vrai qu'à la base, il faut pouvoir les identifier. Sinon, on va envoyer le plastique à la place du carton et ainsi de suite. Exactement. Voilà. Et sinon, du coup, ça ne va pas marcher. Donc, ensuite, une fois formé, on a accès à une cartographie, un mapping, où on peut voir des points de collecte. Sur ces points de collecte, nous pouvons commencer à déposer des plastiques et recevoir des points sur notre compte utilisateur. Très bien. L'idée derrière, c'est de motiver le consommateur à faire son tri et son dépôt en lui offrant des produits et des services en contrepartie. Ça s'est lancé une phase pilote en 2019 à Blida, le DH. Voilà, c'est comme du gaming, effectivement. On collecte des points et on a des cadeaux. Exactement, exactement. Exactement. On s'était dit que la meilleure approche, ce serait une approche gamifiée où justement on va créer un peu ce petit jeu entre les consommateurs où même on voit au jour d'aujourd'hui les gens comparer leur score de recyclage, etc. C'est toujours un domaine où on peut gamifier. Très bien, ça a été lancé quand ? Donc la start-up a commencé en 2019 avec une phase pilote à LDH, Blida avec 500 consommateurs. La phase pilote était très prometteuse, mais notre produit n'était pas prêt à l'époque. Et donc on est retourné au laboratoire, comme on aime le dire. On a retravaillé notre plateforme, on a créé l'application web, on a retravaillé le site web. Et depuis, on est plus de 7000 consommateurs sur Alger, Blida, Ain Defla et très très bientôt sur d'autres wilayas. Excellent. Donc, et puis la création de ces points de collecte, est-ce qu'elle a été difficile ? Est-ce que vous avez reçu de l'aide par rapport à cela ? Très bien. Donc, pour les points de collecte, en fait, étant une petite start-up de 6 jeunes avec une moyenne d'âge de 25 ans, nous n'avions ni les moyens logistiques, ni les moyens. Je me demandais justement ce que vous alliez faire. Ni les moyens financiers. Donc là, on s'est tourné vers un autre acteur qui, pour nous, est important dans cette chaîne de recyclage, qui est les associations. On voit souvent des associations qui essayent de faire du recyclage, qui essaient aussi de financer leurs actions par rapport au recyclage, mais qui n'y arrivent pas, parce que ce n'est justement pas leur métier. Le plus grand réseau, c'est peut-être parce que les Algériens ont le cœur sur la main. Exactement. Ça a été les Enfants de la Lune, donc cette association qui collectait le plastique et les bouchons, voilà. Effectivement. Et donc, c'est à partir de ça que nous avons lancé une deuxième application qui s'appelle Neurocycli Partner, qui va permettre à ces associations de s'inscrire, de se mettre visibles sur la cartographie, et de commencer à recevoir les recyclables de la part des citoyens. Nous les fournissons gratuitement avec une pièce digitale qui va leur permettre de prendre le poids, mais aussi de faire le transfert de points vers le citoyen. Et dès qu'ils ont leur stockage plein, nous le signalent à travers l'application Neurocycli Partner. Et on a un de nos collecteurs qui va passer faire la collecte qui est optimisée. Très bien. Derrière ça, l'association, ça va lui permettre de financer une partie de ses actions en participant au recyclage. Et là, dès qu'on a commencer à inclure ce joueur, ce player dans la chaîne, nous avons réellement vu un nombre... Évoluer. Exactement, évoluer. Super. Parce qu'ils ont leur propre réseau, ils ont leur propre partenaire, voilà. Donc ils essayent un petit... Voilà, ça simplifie effectivement la tâche et on associe. Donc finalement, vous avez réussi le recrutement. Plus ou moins, oui. Ça va, vous y arrivez tout doucement, mais voilà. Et donc, on va parler un petit peu du deuxième service que vous proposez. Donc ça, c'était le premier qui concerne Monsieur Tout-le-Monde, etc. Mais il y a aussi d'autres objectifs. Et surtout qui est gratuit. Donc, notre approche par rapport aux consommateurs était une approche de gratuité. Je rêve de voir ça, qu'on arrive comme ça à trier partout, dans tous les quartiers, dans toutes les cités. Il faut savoir que culturellement, c'est typiquement algérien de trier.
Moi, ma maman, elle a toujours trié le pain perdu. On a toujours eu ce réflexe de mettre le pain rare, le plastique aussi, les bouteilles. Voilà, exactement. On sait le faire. On sait le faire, c'est dans notre culture. Et donc, après, le reste, c'est quoi? C'est mettre le métal et le papier de côté. Exactement. Donc déjà, on a les plastiques à identifier. On a les plastiques numéro 1 et 2, PET, PEHD, qui sont les plus recyclés en Algérie. Derrière ça, on peut aussi revaloriser nos vieux cahiers, nos vieux cartons, etc. Mais en fait, pour financer ce service qui était gratuit, en 2021, on avait compris que oui, on était une start-up, c'est vrai, on est jeune, etc. On peut ne pas être payé tous les mois, mais on doit quand même, exactement survivre. Et donc, c'est à partir de ce constat et aussi d'un constat en fait, on est toujours en prospection. Quels sont les bons acteurs à approcher pour faire évoluer le recyclage en Algérie? En 2021, nous avons lancé office.lecycler.com, qui est une plateforme à part destinée aux entreprises et aux institutions. Cette plateforme, elle est un peu destinée à ce manager qui a ce réflexe de tri sélectif, de durabilité, qui veut commencer ça, mais qui souvent va hésiter. En fait, il ne sait pas où acheter les poubelles, quel code couleur suivre, comment faire en sorte que ses collaborateurs jouent le jeu un peu, mais aussi derrière, qu'on sait trier, comment s'assurer que ça va être recyclé et apporter de la valeur ajoutée. C'est à partir... Là, on a vu un groupe guidé par une dame qui essaie d'expliquer... Ça, c'est la formation. C'est la formation liée à celle-ci, à cette application en particulier. Exactement. Donc, à partir de cette plateforme, les entreprises, elles peuvent avoir des dispositifs de tri sélectif. On fait l'installation, on fait la formation des collaborateurs et de l'équipe. On fait aussi tout ce qui est collecte et... de ce qui est recyclable. Exactement, et transport des déchets, mais surtout, nous apportons à ces entreprises une traçabilité complète de notre part et de la part du partenaire qui fait le recyclage. Et donc, pour l'entreprise, c'est une action de responsabilité socio-environnementale d'un côté. D'un autre côté, c'est aussi un team building parce qu'il faut savoir que recycler en communauté ou en entreprise ou en famille, c'est un jeu d'équipe, je le dis souvent. On peut avoir, par exemple, là, ce conteneur. Exactement, ce conteneur qui est un des dispositifs que nous proposons. Celui-ci est pour les plastiques durs, le PEHD, comme un peu les bouteilles de détergent, de javel, mais aussi les bouchons. Si, disons, nous sommes 10 dans un bureau, que les 10 s'impliquent sur le tri sélectif, mais qu'on a un qui va mettre un café dessus et contaminer le tout, ça va mettre en péril tout le batch. D'accord. Et donc, c'est aussi un team building pour ces entreprises. Depuis 2021, nous en couvrons plus de 25 et avec plus de 6000 employés. Moi-même, parfois, je ne réalise pas que 6000 employés sont en train d'utiliser nos dispositifs, mais c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est pas mal. C'est une évolution très intéressante. En tout cas, vous leur offrez aussi la possibilité d'avoir une certification, donc un certificat, comme on a vu tout à l'heure à l'image, donc qui permet de donner la traçabilité de cet effort. Et aussi peut-être que c'est valorisant pour une entreprise de mettre cela, de mettre en relief cet aspect. Oui, d'un côté c'est hyper valorisant pour l'entreprise de montrer son engagement, un engagement qui va être concret, durable d'un côté, mais de l'autre côté aussi avec l'application des règles de pollueur-payeur, nous sommes un peu avant-gardistes. Là aujourd'hui ce n'est pas appliqué, mais le jour où ça le sera, ça permettra à l'entreprise de montrer qu'elle a déjà un système de management de ses déchets en interne. Et donc, elle pourrait éventuellement bénéficier d'une petite exemption ou exonération fiscale par rapport à ça. Oui, on l'espère en tout cas. Voilà, j'espère que cet appel aura écho. Et puis, donc, vous êtes, vous apportez cette expertise en marge justement de l'application. On ne l'a pas suffisamment bien entendu parce que vous speedez quand vous le donnez le nom. Alors, on va répéter le nom pour justement les entreprises qui nous suivent ce matin et qui désiraient se développer dans ce sens. Très bien. Donc, en fait, la plateforme, c'est office.lecycler.com. Et juste aujourd'hui, on a un nouveau-né, si vous permettez que je fasse l'annoncement. Oui, bien sûr, on va parler des nouveau-nés. Bien sûr, la start-up a un nouveau-né. En fait, on s'était rendu compte qu'au fil des années, nous avons quand même recueilli un certain recueil de contenu éducatif autour de la circularité, de l'économie circulaire, mais aussi de la gestion durable de déchets. Et donc, aujourd'hui, ma collègue Meysa Amani, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, avait lancé le projet Campus, le Recycler Campus, qui est excellent. Oui, donc ça sera la première plateforme e-learning en économie circulaire en Afrique. Elle a été lancée ce matin même. C'est campus.lecycler.com et c'est gratuit pour tout le monde. C'est tout le monde qui peut y accéder. Aujourd'hui, vous allez trouver les 3 premiers articles, mais le concept, c'était d'avoir une plateforme qui va être évolutive, où chaque 15 jours, nous allons apporter
un nouveau maillon de la chaîne. Pour justement accessibiliser ce que nous avons appris et un peu démocratiser ce savoir-faire de tri sélectif. Excellent. Donc, bienvenue à ce nouveau-né. Donc, Campus Neurocycli, c'est ça? Oui, c'est campusneurocycli.com. Exactement. Félicitations à toute l'équipe, bravo pour cette évolution qualitative. En tout cas, on vous souhaite toute la réussite à ces projets et on aimerait bien encore suivre l'évolution. J'imagine que les chiffres vont en hausse et ils atteindront certainement des plafonds qu'on mettra en valeur certainement prochainement. Merci infiniment de nous avoir permis de parler de Neurocycli. Donc, cette start-up innovante dans le domaine de la gestion des déchets. J'imagine que vous avez un site, on va le citer en dernier. Oui, c'est neurocycli.com. Voilà. À partir du site, vous allez trouver les autres plateformes. Toutes les informations qu'on vient de distiller, vous les avez sur le site. Merci beaucoup Ahmed Rami Mabrouk, vous êtes le fondateur et aussi directeur actuel de Neurocycli. Voilà. Merci infiniment à ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous le disais, nous avons aussi d'autres exclusivités. On vient d'annoncer justement la naissance de cette application, mais aussi nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui le nouvel album de Mohpako qui sera notre invité d'honneur en fin d'émission. Et restez avec nous. On va d'abord parler de théâtre après ceci. Donc à l'occasion de la 15e édition du Festival international, le Festival national du théâtre professionnel qui suit son cours du côté du TNA, donc Théâtre Mahidine Bachtarzi. De très beaux spectacles sont à l'honneur actuellement, à l'instar de celui qu'on a plaisir de recevoir et plutôt de présenter ce matin. Et l'auteur en est donc M. Mohamed Mourad Moulay Meliani, ici présent. Oui. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, et vous représentez lors de cette compétition liée au 4e art le théâtre régional de Béjaïa, quelque part. Donc, et en parlant justement du théâtre régional de Béjaïa, j'ai l'honneur de présenter son directeur ce matin, M. Haïdar Ben Hassine. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, j'imagine l'excitation de toute l'équipe, le suspense qu'il y a autour. Vous essayez de donner le meilleur de vous-même lors d'une compétition pareille, mais c'est surtout des retrouvailles avec le public quand même. Oui. Voilà, donc cette pièce, parlez-nous un petit peu de cette pièce, Les femmes de Casanova, d'après le roman de Wassini El Araj. Vous avez carrément adapté le roman et avec une nouvelle création, une nouvelle lecture théâtralisée. Oui, c'est ça. C'est bon. Premièrement, je remercie le directeur, M. Haïdar. C'est-à-dire, il nous a donné cette occasion pour nourrir
pour nourrir le théâtre par rapport à la littérature algérienne, par exemple. Le docteur Wassine El Haraj, c'est-à-dire عنده أعمال اللي تحولت إلى أشياء جميلة مسلسلات عربية. Pourquoi pas le théâtre? Oui, le théâtre et surtout le théâtre de Béjaïa. D'accord. Voilà. Donc l'ouvrage de Wassine El Haraj est écrit en langue arabe? Oui. Donc ça vous a un petit peu facilité quand même. بالدارجة, oui. Parce que les femmes de Casanova, c'est 700 pages. Pour réduire ça à une pièce théâtrale qui dure 70 minutes, c'est pas facile. Oui. On a travaillé sur le hibka, sur le nœud, voilà. Et on a normalement à 3 heures au TNA, il va y avoir, c'est-à-dire ça demande énormément de créativité pour pouvoir faire ce condensé ou cette synthèse, mais tout en restant dans la trame du roman, j'imagine, et l'histoire essentielle. Oui. C'est l'histoire de l'histoire de 4 femmes que Casanova, il a vécu une vie. On sait ce que c'est que Casanova, en tout cas c'est universel. Oui, donc c'est un homme, un coureur. Enfin, l'image que tout le monde a de Casanova, c'est cet homme qui courtise beaucoup de femmes à la fois. Mais voilà, c'est une très bonne question. Là où Casanova, il faut que l'histoire de Casanova, c'est qu'il a côtoyé c'est-à-dire des gens, des philosophes, des peintres. Oui, absolument. Voilà. Et on a essayé c'est-à-dire pour résumer tout ce qu'il a dit, M. Wassine El Haraj, on a essayé de concentrer, quoi. En tout cas, qu'est-ce qui essentiellement vous a séduit dans ce livre et qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en relief en premier? La thématique de la femme. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur la thématique. Moi, l'année passée, j'ai adapté La Reine, le Melika, du docteur Amin Zaoui. C'est une trilogie. Et j'ai c'est-à-dire العمل تاع بجاية نساء كازانوفا. Et aussi j'ai un travail avec le théâtre régional d'Oran, c'est de Rabia Jalté. D'accord. C'est le célibataire. C'est toujours la thématique de la femme. J'essaye donc ça va compléter un petit peu ce travail. Donc 3 œuvres consacrées à la femme avec le regard de monsieur, donc ici présent, Mohamed Mourad Moulaï. Et le regard du metteur en scène, monsieur Ali Jbara. Oui. Si je remercie l'équipe de Béjaïa, comédien, technicien, et aussi le créateur Moussa Noun, le scénographe qui a fait le décor. Aussi le musicien Bezou. C'est ça, voilà. Voilà, c'est toute une équipe et c'est vrai que puisque vous citez cette équipe qui a travaillé donc du côté de Béjaïa, on va donner la parole à M. Haïdar Ben Hassine justement pour nous raconter les conditions justement d'élaboration de ce travail, puisqu'on sait très bien que le théâtre est en cours de travaux et qu'il est en cours de rénovation. Le théâtre, tout d'abord, il faut conjuguer au futur, va être, j'espère, il sera en réhabilitation, Réhabilité et prêt à recevoir son public. Voilà, quelque part, à partir du mois de janvier en principe. Très bien. Et c'est des travaux qui vont durer, je pense, et j'espère bien, la durée de 6 mois. Donc, pour en finir avec ces travaux, le mois de juin. Inch'Allah. Tout au plus, Inch'Allah, j'espère. Voilà. Les conditions quand même assez spécifiques par rapport à d'autres. Ça ne vous a pas empêché de créer, une petite synergie autour des comédiens. Absolument. Et des la pièce a été acceptée avant que je prenne le théâtre, que je sois à la tête du théâtre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'il y ait des Oulad Béjaïa, qu'il y ait des artistes de Béjaïa, qu'il y ait une équipe technique de Béjaïa, que ça soit quelque part un challenge à la base. Effectivement, nous avons tous besoin d'être quelque part récompensés. Les artistes ont besoin d'être consacrés. Le travail a besoin d'être quelque part consacré à travers un prix, à travers quelques reconnaissances, à travers, comme qui dirait, un petit pressbook. C'est tout à fait légitime. En tout cas, la précédente édition, donc la 14e en l'occurrence, a vu
Non, la 14e, oui, je dis bien. Donc, moi, je fais une petite rétrospective. On revient, on fait un petit flashback sur la précédente édition. Le théâtre régional était présent avec une œuvre expérimentale. Est-ce qu'on est dans le même registre cette fois-ci avec cette nouvelle pièce, Casanova? Non, on n'est pas dans l'expérimental. Non, on est dans le classique. Dans un peu plus classique, un peu plus voilà. C'est porté par le texte, le jeu des comédiens. Quel sera un petit peu l'équilibre que vous avez, ou plutôt quels sont les ingrédients que vous avez mis dans ce travail? Normalement c'est le metteur en scène qui parle. Mais il n'est pas là, on va parler ensemble. Il a essayé de mettre en valeur le texte tout d'abord. Oui. Il a essayé de travailler sur l'actorat, sur Ada el-Mumethil. C'est-à-dire quand le théâtre c'est comédien texte. Très bien. Tout d'abord. Et après, avec les costumes de Moussaoun, avec l'atmosphère, ils ont essayé de créer واحد الفضاءات واحد الفضاءات اللي خلونا نعيشوا في قصر كازانوفا. Sur le palais de Casanova. Et aussi, il y a eu des trouvailles sur la scénographie, sur le décor. Normalement, on va laisser ça pour des surprises. Des surprises. Par exemple, il y aura l'arrivée du corps de Casanova à l'IT, avec une magie, quoi. Très bien. Donc des effets spéciaux, de la lumière, tous les ingrédients qui font un petit peu la beauté du spectacle théâtral, ce quatrième art qu'on aime tant, et qui est un petit peu un condensé de tous les arts, quelque part. Oui, oui, c'est le condensé parce qu'il est fédérateur, il compose avec les arts plastiques, avec la musique, avec la peinture, avec la couture, avec les métiers, d'autres métiers. Donc c'est clair que c'est un art, surtout j'aime bien dire, c'est un art fédérateur à la base, bien sûr. Donc c'est le propre des folies de tout un chacun. C'est par rapport à l'acte de repentance que dessine cette pièce, par rapport justement à la situation actuelle de Casanova. Donc on voit 4 femmes qui s'émancipent dans le personnage, où à un moment donné, je pense, non pas la femme n'est plus une cause, mais la femme est complémentaire. Mais à un moment donné, la femme, elle تحاسب ce fameux Casanova pour ce qu'il était, pour ce qu'il n'aurait pas dû être, pour et c'est des moments où tout se conjugue à travers une belle scénographie, de beaux costumes, une belle musique, un beau texte. Et une belle prise de parole féminine, on dira. Donc un quatuor qu'on n'a pas encore cité. On va parler de ces 4 femmes qui vont être sur scène. Donc quelles sont ces comédiennes? On a Fatiha Oured qui joue la Kbira, c'est-à-dire la doyenne, la femme doyenne de Al-Qasr. On a Soussou, Johra Draghlia, c'est-à-dire Roukina, c'est la femme un peu, c'est-à-dire le modèle gâté de Casanova. On a une femme artiste, Lidzouj Biha, un moment après Troh, et on a le Khadima. Neriman Yerbah qui est une découverte. Et les comédiennes, c'est qui? Voilà. Neriman Yerbah qui est une découverte extraordinaire. C'est une jeune talent qui a été découverte par Ali Jbar, entre autres. Très bien. Et le Khadima, c'est Mounia Eitmeddour. Très bien. Voilà. Donc voilà, c'est la pléiade d'artistes qui monteront sur scène aujourd'hui, donc au Théâtre National Mahidine Bechtarzi, c'est à partir de 15h. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir encourager donc les représentants de Béjaïa aujourd'hui, prenant part à cette 15e édition du Festival national du théâtre professionnel. Vous avez envie de finir? Oui, je voulais dire que M. Wassini Laras, Dr Wassini Laras, est présent aujourd'hui au TNA. Oui, c'est pour encourager la troupe, pour donner un souffle au théâtral syrien aussi. Ça va être une émotion particulière pour lui. Donc voilà, il va voir la transposition de ses idées. Il a vu la générale, mais aujourd'hui il est venu pour donner, pour encourager la troupe. Voilà, exactement. Excellent. Et j'imagine que Mme Rabia Adjelté ne sera pas loin, peut-être, qui sait. Voilà, juste une seconde pour profiter quand même en tant qu'administrateur. C'est juste un clin d'œil à l'ONCI, l'Office national de la culture et de l'information, qui était à titre de partenaire, qui a mis toute une dynamique à notre disposition. Logistique, lieu de répétition, extraordinaire, ainsi que l'Institut national, ainsi que l'Institut national des métiers des arts et de l'audiovisuel. Donc un petit clin d'œil pour les remercier. Voilà, c'est dire aussi que même si on n'a pas toutes les conditions, mais quand on a la volonté, quand on a envie d'exister, d'être présent et de créer, on trouve les moyens et on les décroche. Merci infiniment, messieurs. Bon vent pour la pièce. Merci.
Bon vent donc pour le théâtre de Béjaïa. Merci Monsieur Haïdar Ben Hassid, vous en êtes le directeur, et merci à l'auteur de cette pièce qu'on verra ce soir sur les planches du TNA. Donc Mohamed Mourad, Moulay Meliani, on a été ravis de vous recevoir. Merci. Merci également à ceux qui sont avec nous ce matin. On continue de parler d'art et de création puisque nous présentons pour la première fois un nouveau clip, un nouveau single pour le chanteur Mohpako qui arrive en coulisses. Mais avant, on plante le décor avec une de ses chansons. Et oui, par la magie de l'image, Mohpako est sorti de son clip, il est avec nous ce matin. Bonjour Mohpako. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Ça va. Très contente de vous recevoir ce matin. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis on vous remercie pour l'exclusivité de ce matin, puisqu'on présente pour la première fois votre nouveau clip. Exactement. Voilà. Avant de parler du nouveau, juste, je fais une petite remarque, j'ouvre une parenthèse. Okay. On vous voit jouer au foot dans le précédent clip. Oui, j'ai beaucoup joué au football par mon enfance. Donc du coup, j'ai joué dans des clubs algériens et tout, donc j'adore le foot. Oui, j'imagine votre bonheur lors de cette dernière Coupe du Monde. Ah oui. On s'est délecté. Quand tu supportais l'Argentine et... voilà. Ouais, exactement, c'est ça. Messi est roi donc, du football actuellement. Voilà. Donc j'imagine votre bonheur. En tout cas, votre bonheur, c'est aussi la musique. Votre bonheur, c'est aussi de vous exprimer à travers ce mode d'expression qui est la musique. Vous êtes auteur-compositeur et interprète. Exactement. Ce qui est rare quand même. Bon, je dois parler que de moi, donc les autres, كل واحد كيفاش, vous savez, je كاين اللي يحب يكتبوا له, mais bon, je préfère faire les choses moi-même. Donc c'est ça.
Très bien. Vous avez écrit les paroles de toutes vos chansons, y compris celles dont on va parler. Donc, Zadet Lkia. Oui, tout à fait. C'est le titre de. Alors, ça a l'air triste quand on dit Zadet Lkia. Non, bon, il a une allergie. Non, en fait, c'est juste une inspiration. Sur le Balakaï Nas'achouha, donc du coup, c'est ça. Oui, voilà, et j'imagine que dans votre entourage, vous avez dû voir des histoires, mais en fait, comme celle d'une déception, j'imagine. Vous savez, on a tous eu des déceptions. Des trucs encore pires que ça. Mais du coup, voilà, j'aime bien écrire en fait des sujets sur le haja ijtimaï. Donc, dans le sens où les Rachiga, ils peuvent se retrouver à travers ce sujet-là. Donc, voilà, j'adore faire ça. Perdre une bien-aimée, ça brise un cœur. Mais en tout cas, on va voir ce que nous en dit notre artiste ici présent. Puisque, bon, le clip n'est pas encore prêt, donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin dans cette petite conversation. Donc, Zadet Lkia, vous l'avez sorti donc, voilà. Il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, donc je l'ai sorti. Il est passé en radio. Exactement, je suis passé là à côté. Donc, du coup, ça s'est super bien passé, j'ai eu de bons échos. Très bien. Donc, par rapport à ça, alhamdoulilah, et voilà, c'est plus important. Dans le dernier clip que vous avez sorti, il y avait comme ça une dominante de reggae. Oui. Bon, c'est la chanson My Way. Voilà, c'était en fait un truc nouveau pour moi. Donc du coup, je ne sais pas si vous savez, mais sur les styles, j'essaie de créer de nouveaux trucs et surtout d'essayer de nouveaux styles. Donc du coup, voilà. En tout cas, on va commenter après le clip. Il est prêt, donc on va écouter pour la première fois Zadet Lkia signé Mohpako. Voilà, c'était la Zadet Lkia, un clip signé Mohpako. Il est présent pour en parler. On va commencer. C'est difficile de rebondir après tant d'émotions. نقول لك بعثوا لي دي ميساج كاع شغل علاش pourquoi tu nous as fait ça كاين اللي بالك. Mais c'est une histoire vraie qui a existé et qui vous a ému au point d'en faire une chanson. Vous savez كاين même اللي ما عاشوهاش كاين شغل كي يسمعوا برك شغل ولا يشوفوا ils peuvent se projeter شغل هكا on imagine on est fait comme ça. Donc du coup كامل ils ont été tristes et voilà bon après pour moi c'est ça fait partie de la vie. Exactement. Et si on n'est pas triste on ne ressent pas la beauté de la joie. Voilà. Donc non, qui m'a dire des chansons joyeuses, qui m'a dire des chansons tristes, au moins qu'il y ait un équilibre en fait. Voilà, pas que la joie. Et de belles histoires qui ont un sens en tout cas, comme la chanson qui est dédiée à la liberté. En tout cas, elle est très belle aussi. Merci beaucoup. Voilà, il y a de très beaux textes à découvrir avec vous. En tout cas, aujourd'hui, c'était le moment pour Zadet Lkia, un clip qui sort, donc qui sera présenté sur quel support? Alors Zadet Lkia, ça va être sur toutes les plateformes digitales, les en streaming et tout, Kain Tani sur YouTube, ils peuvent la trouver sur YouTube. Voilà, donc en gros c'est ça, la musique. Voilà, le pavé est jeté, on va voir le résultat, puisque bon, vous réalisez toujours des records de vues, on va voir pour celle-ci. Inch'Allah, on verra. Dans quelques mois, vous reviendrez peut-être à l'occasion. Avec plaisir. Voilà, l'album ça pousse toujours. Oui, ça travaille toujours. En fait, je vais juste vous expliquer comment ça marche en ce moment, parce que là, ce qui marche, c'est single clip. Après, on rassemble tout et on fait un album. Voilà, on constitue un album. Donc, ça va être pour 2023. 2023 verra justement l'album dans sa maturité. En tout cas, on a été ravis de présenter Zadet Lkia ce matin. Bien sûr, vous êtes un homme orchestre quelque part, dans la mesure où vous composez, écrivez et chantez, mais il y a aussi quand même des partenaires qu'on va citer. Exactement, il y a Yanis Djama déjà pour... Yanis Djama. Voilà, c'est l'homme qui a fait tous mes arrangements, tous les arrangements de mes chansons plutôt. Il y a aussi Sofiane Bouamala qui m'a aidé aussi, que je salue. Et surtout Brahim Aknin qui était le réalisateur du clip et c'était la première fois que je travaillais avec lui et j'ai été très satisfait. Voilà. Excellent. Donc il a été là où vous aviez envie d'aller. Exactement. Même techniquement et un bon casting. Exactement. En tout cas. On a fait un beau casting. Voilà. Grande ressemblance entre la jeune fille et la petite. Oui, allez, voilà, ça va. Au moins, donc après, les enfants ont super bien joué, ou Maïa, surtout. Et c'était leur première expérience. C'était pas le cas du chien dans la. Ah non. Quel badak, impossible. Dans les enfants, Maïa, du tout. Je trouve que ça a été très facile. Alhamdoulilah. Voilà, en tout cas, on a été ravis de présenter cette nouvelle œuvre. Je vous laisse finir cette rencontre. Mohpako, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre
public, à vos fans ce matin? Bon, déjà, à vous, je vous dis merci pour l'invitation. Et ça m'a fait plaisir. Ça fait longtemps que je suis en Algérie. Eh ben, marhaba. Voilà, donc voilà, et ça m'a fait plaisir. Et voilà, on dit cette année, qui m'a dit sur les réseaux sociaux, ça va être plein de musique. Il y aura beaucoup de musique, Inch'Allah. Et la sortie de l'album aussi, donc plein de clips aussi. Donc voilà, restez branchés. Voilà. Voilà, tout a été dit. Merci également. Voilà, c'est mon tour de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Donc, on a été ravis de vous servir. Voilà, 9h30, c'est pour bientôt. Donc, c'est l'heure pour nous de nous éclipser, vous laisser continuer votre journée. J'espère qu'elle sera agréable pour vous tous. Merci infiniment, avec plaisir, pour cette exclusivité. Et puis, voilà, bon vent pour le clip et bon vent pour la chanson. Et à très bientôt. Inch'Allah. Au revoir et à très vite pour vous aussi. À jeudi.